Mes remerciements à l'Association de médecins de libre pratique pour cette invitation pour traiter un sujet qui est très intéressant et un motif très fréquent de consultation, que ce soit en pédopsychiatrie ou en médecine générale, vu que le médecin de famille, il est tout proche des familles et c'est le premier à être abordé par rapport à ce symptôme-là. On va commencer par une vignette clinique pour parler de l'enfant Eden, qui est âgé de 9 ans et qui se présente en consultation sous la demande de ses parents pour énurésie depuis le jeune âge. Il est l'aîné d'une fratrie de 2, il a une sœur Benjamin qui est âgée de 5 ans, Emna. Il a toujours des bagarres avec sa petite sœur. Il est issu de parents bien instruits, mais il y a toujours des conflits mutuels entre eux. C'est un enfant qui redouble sa 3e année primaire. Le papa qui est peu disponible. Il est décrit comme violent par rapport à sa femme. C'est un père possessif, non respectueux. Il aurait été élevé parmi une fratrie nombreuse. Il était lui-même énurétique jusqu'à l'âge de 14 ans. La maman, quant à elle, paraît de caractère rigide, obsessionnelle, culpabilisante continuellement de Eden par rapport à son symptôme, qui est devenu invalidant, lui empêchant de rendre visite à la grande famille et d'aller même en colonie de vacances. À l'entretien psychiatrique, on remarque que la mère accapare la parole, comme si elle paraît heureuse d'ailleurs d'obtenir enfin l'autorisation de s'exprimer par rapport à sa plainte. Eden, quant à lui, il se tait. S'agit-il d'une honte, d'une angoisse ou d'une culpabilité? On ne sait pas. Par son mutisme, il paraît exprimer éventuellement un désir de non-changement. Rester toujours énurétique. Ou plutôt le fait de ne pas être concerné par un corps qui est tellement l'objet de préoccupations et des regards de l'entourage. Il paraît aussi exprimer une capacité de maîtriser un sphincter buccal qui est l'expression des mots. On n'a pas forcé pendant l'entretien, on a juste donné prioritairement de l'attention à Eden, malgré son silence, en respectant ses hésitations, sa gêne, et on montre en même moment qu'il demeure le sujet central de la rencontre. On parle tout en regardant l'enfant. Il faut qu'il sache qu'il est le sujet principal de la consultation, sans le gêner bien sûr. Alors, il faut noter aussi que Eden, il a été soumis à des investigations médicales dont il est ressorti tout était normal. On a retenu le diagnostic d'énurésie primaire nocturne entretenue par des facteurs psychoaffectifs. On a relevé, pour le cas de Eden, une obsession maternelle de l'acquisition de la propreté, la mésentente parentale permanente et aussi la jalousie de la Benjamin. Parlons maintenant comment on pose le diagnostic pour l'énurésie nocturne. Le diagnostic est avant tout clinique pour la forme isolée et pour qu'on retienne qu'elle soit isolée, il faut éliminer une pathologie organique telle qu'une uropathie, une maladie neurologique, une polyuropolydipsie ou des signes diurnes d'immaturité vésicale où il y a des fuites avec des impériosités mictionnelles. Il faut aussi éliminer une infection urinaire, une constipation avec onchoprésie. Parfois, on trouve l'association des deux problèmes, l'énurésie et de l'onchoprésie. Et certainement, il faut éliminer chez l'enfant le syndrome d'apnée du sommeil. Commençons par définir l'énurésie nocturne. Elle est assez connue, mais le fait de le rappeler peut-être fera quelques points sur les i. Il s'agit de mictions involontaires pendant la nuit, plus de 2 fois par semaine, par un enfant en âge d'être propre, sans antécédent de malformation de l'appareil urinaire et ayant un examen neurologique et psychiatrique normal. Elle est plus fréquente chez les garçons. Elle concerne 10 à 15% des enfants de 5 ans, 6 à 8% des enfants de 8 ans et 1 à 2% des enfants de 15 ans, qui sont bien sûr à cet âge-là des adolescents. Et parmi ces adolescents-là, 50% des énurétiques présentent une énurésie sévère. Comme vous le voyez, il y a 49% des adolescents âgés de 19 ans qui présentent 7 nuits mouillées par semaine, donc une énurésie importante. À ce moment-là, il faut chercher le côté psychologique associé pour voir pourquoi cette énurésie a duré si longtemps. Elle est dite primaire lorsque l'enfant n'a jamais été propre
Elle est dite secondaire lorsque ça succède à une période de propreté complète d'au moins 6 mois. Il faut toujours rechercher une infection urinaire, une parasitose intestinale, un événement déclenchant, que ce soit affectif ou social. La répartition est à 80% pour la forme primaire et 20% pour la forme secondaire. Elle est dite totale, l'énurésie, lorsqu'il y a au moins une miction chaque nuit. Elle est dite intermittente lorsqu'elle ne survient qu'à certaines périodes. Elle est dite épisodique lorsqu'il y a une pathologie aiguë ou un événement familial marquant concomitant. On l'appelle clairsemée après l'âge de 8 ans lorsqu'il s'agit d'un accident unique ou très rare où un événement marquant peut être identifié la veille ou le lendemain. Rappelons les étapes de l'acquisition du contrôle vésico-sphinctérien chez l'enfant selon le test de développement de Gesell et al. À 18 mois, l'enfant indique quand la culotte est mouillée. À 24 mois, la propreté diurne devrait être acquise. À 36 mois, la propreté est acquise la nuit avec l'aide des parents. À 42 mois, la propreté est acquise de manière autonome, bien que des incidents nocturnes puissent survenir épisodiquement jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Parlons un petit peu de la physiopathologie de l'énurésie nocturne, parce que ce n'est pas tous les enfants qui sont concernés par ce symptôme. La plupart des enfants énurétiques ont un sommeil profond. D'ailleurs, c'est ce que les parents décrivent en consultation. Et l'enfant n'atteint pas un seuil suffisant de vigilance pour récupérer un contrôle sphinctérien. Ils urinent quand ils sont sur le point d'être réveillés, mais trop tard. Chez les enfants aussi, il y a un taux d'ADH qui est constant sur 24 heures. C'est un taux de l'hormone antidiurétique qui devrait augmenter la nuit, mais les enfants énurétiques ne sont pas concernés, ce qui conclut à un volume d'urine nocturne élevé. Ces enfants aussi ont une maturation incomplète de la motricité des muscles lisses vésicaux. Une tendance familiale est bien décrite et c'est le cas de Adam. Son papa était énurétique jusqu'à l'âge de 14 ans, même après la puberté parfois. Environ 15% de guérison spontanée chaque année de l'énurésie, ce qui donne bien sûr un bon pronostic parfois pour rassurer les parents. Là, sur ce schéma-là, on trouve le rythme anormal de la vasopressine antidiurétique et la production urinaire. On voit pour les enfants non énurétiques comment pendant la journée le taux est bas et la nuit ça augmente. Tandis que pour les enfants énurétiques, le taux n'augmente pas et le volume d'urine est donc à ce niveau-là élevé pendant la nuit et l'énurésie est là. Là pour l'activité du détriseur chez les patients énurétiques, pour le premier schéma, l'enfant non énurétique, vous remarquez pendant la nuit qu'il n'y a pas de problème par rapport aux mictions. Pour quelques enfants énurétiques, ils ont une sensation plus ou moins pendant la nuit pour se réveiller. Et si jamais l'activité du détriseur elle est désorganisée ou une maturation surtout qui est incomplète est là, il y a toujours la sensation d'avoir des mictions pendant la nuit et plusieurs mictions parfois par nuit. Pour les antécédents familiaux de l'énurésie primaire, il y a 77% de risque si les deux parents ont été énurétiques dans leur enfance. 43% de risque si seulement un parent a été énurétique dans l'enfance. Peut-être c'est le cas de Eden dont on a parlé tout à l'heure. 40% de risque si la fratrie a également été énurétique, presque le même chiffre, et 15% seulement de risque s'il n'y a pas d'antécédents familiaux d'énurésie. Quelques comorbidités peuvent exister avec l'énurésie, telles que des problèmes comportementaux et psychologiques, surtout chez l'adolescent ou le grand enfant, un mauvais estime de soi. Il y a aussi l'association de troubles déficitaires de l'attention et de la concentration avec ou sans hyperactivité, l'ADHD. Il y a aussi une comorbidité avec l'anxiété et la dépression, quelques problèmes cognitifs, des signes d'intériorisation et d'extériorisation. Aussi, on peut trouver chez les adolescents des comportements agressifs et même délinquants. En fait, le dépistage et l'approche psychologique est indiqué chez les enfants et les adolescents résistants à la thérapie. Si on fait une compréhension psychopathologique de l'énurésie, pourquoi l'enfant est énurétique et pourquoi l'énurésie est primaire et elle se maintient autant d'années? On peut comprendre l'énurésie dans diverses dimensions. Premièrement, s'agit-il d'une régression par le plaisir au contact et aux soins maternels dispensés? S'agit-il d'une agressivité envers les parents par cette opposition à guérir?
Peut-être aussi une passivité et une peur de grandir. Il y a des enfants qui veulent rester tout petits. Il y a des enfants aussi qui cherchent la punition mutuellement de la part de leurs parents, malgré la gravité de l'état. Quelques cas pour lesquels on décrit un éveil des intérêts sexuels. Il y a une recherche de la part de l'enfant de l'érotisme par la réalisation symbolique et inconsciente du désir de jouissance. Parfois, se trouver tout mouillé fait plaisir et ça fait jouir. L'énurésie peut aussi être un équivalent dépressif. Et ça, surtout, ça concerne les cas d'énurésie secondaire. Il y a aussi des bénéfices secondaires. Lorsqu'un enfant est énurétique, il a toujours l'attention maternelle, l'attention paternelle, les conflits dans la famille autour de lui. Et ça fait des bénéfices secondaires pour lui. Ça se maintient alors. Les formes d'évolution de ce symptôme. Il y a 3 types. Ou l'évolution spontanée vers la guérison. Il y a beaucoup de cas qui évoluent spontanément et ça donne un bon signe pour les parents aussi. Une évolution vers la dégradation marquée de la qualité de vie de l'enfant lorsque ça se complique. Il y a aussi une répercussion sur la vie sociale et familiale de l'enfant. Alors, sur la vie familiale, regardons cette mère qui est préoccupée par l'impact émotionnel de ce symptôme, les relations limitées socialement. Elle ne peut pas envoyer son enfant rendre visite à la grande famille. L'odeur de l'enfant qui fait pipi sur lui et ne dit rien, de peur qu'on le punit. Le surcroît de lavage, elle en a marre. Et si ça tombe avec une mère obsessionnelle, c'est encore pire. Il y a aussi le coût financier, peut-être par rapport aux couches. Il y a des mamans qui mettent des couches jusqu'à un âge assez avancé s'ils ne sont pas avisés par rapport à ça. Il y a aussi le problème de conflits à gérer, les punitions. L'enfant est toujours puni et rejeté même pour son symptôme. Le couple qui est en train de se remettre en question et de se remettre en cause les responsabilités. Chacun se lance la responsabilité vers l'autre. Sur l'enfant, le pauvre, il pourrait avoir des réactions émotionnelles secondaires sans qu'il soit malade. C'est un enfant triste, c'est un enfant bouleversé, humilié, culpabilisé. Il a toujours peur avant de dormir qu'il fasse son énurésie. Il pourrait être anxieux. C'est un enfant socialement qui est replié sur soi parfois, avec une limitation de contact avec ses camarades, surtout s'il est invité pour passer la nuit chez son camarade. Il peut rester dans un état infantile et immature, avec une estime de soi qui est de plus en plus en baisse. Passons maintenant au chapitre du traitement de l'énurésie. Il y a plusieurs volets. On va commencer par le traitement non médicamenteux et puis on passera au traitement par les médicaments dont on dispose actuellement. Alors, premièrement, on va commencer dans ce volet de traitement non médicamenteux par les conseils hygiéno-diététiques. La prise en charge de l'énurésie, elle passe en première approche par une démarche d'information et d'éducation. C'est une prescription hygiéno-diététique et tenue d'un calendrier mictionnel qui permet de guérir 20% des enfants. C'est un bon chiffre, c'est un cinquième des enfants qui vont guérir avec ça. On ne traite pas avant 5 ans, ça c'est sûr. On envisage le traitement lorsque l'enfant s'implique. Des mesures comportementales sont nécessaires, telles qu'un contrôle sphinctérien de l'enfant lui-même pendant ses mictions. On va répartir les mictions tout au long de la journée pour les enfants scolarisés, selon le rythme de l'enfant, parce qu'un enfant scolarisé risque d'oublier de boire et d'aller faire pipi. Il faut éviter de le faire boire 2 heures avant d'aller se coucher, mais pas toute une éviction totale pendant la soirée, parce que l'enfant va boire en cachette. On n'a rien gagné, on a tout perdu. Il faut se vider la vessie classiquement comme on le demande avant d'aller au lit. Une levée nocturne est assurée par les parents 1h30 après l'endormissement. C'est la phase du sommeil léger où l'enfant pourrait se réveiller, surtout qu'on a dit que les enfants ont un sommeil très profond. Les enfants énurétiques, bien sûr. Là, c'est le calendrier mictionnel soleil-nuage qu'on demande, c'est un exemple bien sûr, qu'on demande à l'enfant pour qu'il remplisse, sorte de responsabilisation de l'enfant par rapport à son symptôme. Le médecin doit s'entretenir seul avec l'enfant, lui expliquant simplement son trouble. On doit exiger une chambre et un lit individuel. Ne pas mettre de couche certainement, mais une protection de matelas est nécessaire, ça c'est sûr.
Il faut éviter de punir l'enfant pour ce symptôme. On peut punir pour tout, sauf ça, je l'espère. Éviter les boissons gazeuses et les sucreries, car le gaz carbonique et le sucre favorisent l'augmentation de la diurèse. Il faut expliquer à l'enfant qu'il ne doit pas se retenir lorsqu'il a envie de faire pipi. C'est très important. Il y a une méthode qui est dite de conditionnement, c'est les alarmes sonores, mais qui ne sont pas commercialisées en Tunisie. Je vais les citer, éventuellement un jour J, ils seront là. C'est les systèmes d'alarme qui sont efficaces et ne donnent aucune nuit mouillée dans 60 à 80% des cas. Cette méthode devrait rester 3 mois, utilisée pendant 3 mois. Et les résultats sont d'autant meilleurs que l'utilisation de l'alarme est associée dès le départ à un suivi comportemental, pas seul, et un soutien de la motivation familiale certainement. Il s'agit d'un appareil où dès les premières gouttes d'urine, l'enfant se réveille par l'alarme déclenchée. Il y a juste le mauvais côté que la fratrie risque de se réveiller et peut-être toute la maison aussi. 2 à 8 semaines sont nécessaires pour qu'un résultat soit obtenu. Tant mieux que ce n'est pas encore en Tunisie. Alors, le deuxième volet, c'est les traitements médicamenteux. Ils sont choisis en dernier lieu. Et si on veut obtenir parfois rapidement une courte période de propreté, par exemple un départ en colonie. Mais ce qu'on remarque sur le plan pratique généralement, c'est qu'on s'acharne sur le traitement de l'énurésie. Parce que les mamans n'arrivent en consultation que si elles m'en ont marre. Alors, le traitement initial selon les recommandations internationales, c'est la desmopressine. Elle est préconisée chez les enfants entre 5 et 7 ans si le traitement est requis, car il y a une rapidité d'action et une amélioration rapide, qui est la priorité du traitement certainement pour l'énurésie. L'alarme si elle est inappropriée aussi ou indésirable. Il faut évaluer la réponse à la desmopressine à la 4e semaine pour poursuivre le traitement pendant 3 mois s'il y a signe de réponse ou pour l'arrêter s'il n'y a pas de signe de réponse. Il faut diminuer de manière graduelle la desmopressine au lieu de l'arrêter brusquement si l'enfant ou le jeune enfant a eu une récidive suite à une réponse à une cure précédente à la desmopressine. C'est-à-dire, on peut faire plusieurs cures comme on va le voir et on fait juste une fenêtre thérapeutique d'1 semaine entre les cures. Donc, la forme disponible actuellement, c'est le Miniram Melt. C'est la forme galénique de lyophilisa orale qui est retenue actuellement comme une forme galénique de choix pour la population pédiatrique. C'est elle qui est la plus disponible actuellement en Tunisie. Il convient donc, comme toujours, de prendre le Miniram Melt en prise unique le soir. Il faut respecter la restriction hydrique au minimum 1 heure avant de la prise et 8 heures après. C'est très important pour ne pas avoir d'effets secondaires. Il faut s'assurer que cet enfant la prend sous la surveillance d'un adulte. C'est une forme qui est dissoute rapidement lorsqu'elle est prise par la bouche. Le traitement donc est à respecter. Il faut respecter les posologies minimales efficaces définies lors de la période d'adaptation posologique. Généralement, on commence par 120 microgrammes et on augmente par palier de 60 microgrammes par semaine pour arriver à 240, exceptionnellement à 360 microgrammes, peut-être les adolescents, et avec un poids assez important. Une biodisponibilité augmentée par rapport aux comprimés. Les comprimés de desmopressine, Miniram, ne sont plus commercialisés actuellement. Il y a quelques pharmacies qui disposent de la forme spray. Revenons pour la forme MET, la rapidité d'action est certaine puisque la concentration plasmatique elle est atteinte entre 0,5 et 2 heures. Juste comme on l'a dit, le spray nasal, il faut le noter, c'est 10 microgrammes par pulvérisation. Il y a beaucoup de risques lorsque les narines sont irritées, donc c'est pour ça que cette forme elle est de plus en plus délaissée. Quelques effets secondaires aussi, vu l'absorption instantanée, quelques céphalées, nausées, d'où cette forme est de plus en plus délaissée. On a fait une équivalence clinique entre le Miniram comprimé et le Miniram Melt et on a remarqué un début d'action similaire, donc après 30 minutes, une durée d'action similaire entre 6 à 8 heures pour 120 microgrammes. Je dis bien ça parce qu'à 60 microgrammes, la durée d'action elle est moins que ça.
Donc, il est administré sous la forme MELT et pour atteindre une circulation systémique à 60% supérieure comparée au comprimé conventionnel. La réponse clinique à la desmopressine est à 84%. Très importante. Alors, là, c'est un schéma récapitulatif pour dire que 3 étapes clés sont nécessaires pour des nuits sèches, pour faire guérir une énurésie nocturne primaire isolée. Avant la prise en charge initiale, il est recommandé aux patients de noter la fréquence d'émission et les heures de prise de boisson sur 48 heures et le nombre de nuits mouillées sur 7 jours. Là, c'est très important pour commencer le traitement. On va initier le traitement avec une prise unique le soir de 120 microgrammes, en respectant, comme on a dit, 1 heure avant, 8 heures après la prise, avec, bien sûr, une association de mesures hygiéno-diététiques. La même dose d'initiation pour tous les patients, y compris les plus jeunes, à partir de 6 ans. On va adapter la posologie, certainement après par augmentation posologique de 60 microgrammes par semaine, jusqu'à arriver à une dose minimale efficace pour cet enfant où toutes les nuits deviennent sèches. Donc, en cas de réponse avec une réduction du nombre de nuits mouillées moins que 90%, on peut passer à l'étape 2. Et si jamais la réponse est complète, on va passer à l'étape 3 où il y a une poursuite du traitement de 3 mois. Si l'effet clinique souhaité n'est pas obtenu, dans les 4 semaines suivant la détermination de la dose minimale efficace, le traitement devrait être interrompu. D'autres traitements, mais c'est juste pour citer, et je vous dis certainement, à mon avis, que c'est des méthodes de plus en plus délaissées. C'est les autres molécules, telles que l'imipramine, les antidépresseurs tricycliques en général. Et c'est des médicaments classiquement prescrits, donnent des réactions anti-énurétiques immédiates, mais à éviter pour le long cours, à mon avis, avec le fait de savoir que ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires chez l'enfant, vu l'hypotension orthostatique, les sécheresses buccales, les constipations, qui sont parfois très mal tolérées chez l'enfant. Juste pour citer aussi le ditropon, c'est un antispasmodique, il est prescrit en seconde intention. Il est prescrit en monothérapie lorsque les traitements spécifiques ont échoué chez les enfants suspects d'avoir une faible capacité vésicale nocturne. Est-ce que j'ai encore le temps? Rapidement. D'accord. Je passe à la conclusion? Après la discussion. D'accord. Alors, je vais dire rapidement, les traitements combinés c'est pour les cas réfractaires. Là, c'est un schéma récapitulatif où on commence, comme on a dit tout à l'heure, par le conditionnement et les règles d'hygiéno-diététique pour passer après avec en association de desmopressine et éventuellement d'autres méthodes. La durée totale de traitement devrait arriver jusqu'à 6 mois de prise en charge. Et si on en a besoin de poursuivre, il faut faire une fenêtre thérapeutique pour reprendre le protocole thérapeutique. En conclusion, donc, l'énurésie primaire nocturne isolée est une entité pathologique qui répond à une définition stricte. Son diagnostic est purement clinique par exclusion de tous les autres troubles mictionnels, de formes différentes en fonction de sa cause dominante, ou la polyurie nocturne ou la petite capacité vésicale. Un traitement spécifique de la cause dominante est généralement la desmopressine pour la forme polyurique et les conditionnements avec l'alarme pour la forme à petite capacité vésicale. Il faut savoir identifier les répercussions et comprendre leur impact, les éléments essentiels de la prise en charge qui peuvent permettre de prévenir un éventuel impact délétère sur le développement de l'enfant. Nécessité d'établir une relation de confiance entre l'enfant, le médecin et la famille. Toujours pas culpabiliser l'enfant et le punir pour ça, j'insiste bien sur ça. Les formes réfractaires peuvent justifier des associations thérapeutiques. Et notre enfant n'aura jamais le destin de ce chat qui a été mis dehors puisqu'il fait encore pipi. Merci de votre attention.